Bonsoir, nous sommes le 4 juin 2020 et ma vidéo s'appellera Oh Boy, ce qui est de l'anglais ou de l'américain, égale Oh mes amis, voilà, qui est du français, c'est la traduction française. Et ça va être une petite réflexion sur mon rapport à la vidéo, au fait de faire des vidéos. Alors je fais un petit historique. Pour moi, ça commence fin 2008, aux environs du mois de septembre, au moment où il y a l'écroulement un écroulement dû à la crise des subprimes, c'est-à-dire problème lié à la titrisation des prêts au logement, qui ne sont pas des prêts hypothécaires, des personnes qui ont peu de ressources aux États-Unis. Voilà, c'est un tout petit rappel. Et il y a quelque chose qui s'appelle Rue 89, qui est une sorte de blog, de site sur l'internet, et qui m'appelle en disant, bah, écoutez, on va faire une émission en direct, les gens vont vous poser des questions et puis vous répondrez. Alors je dis, mais comment on va faire ça? Et ils me disent, bah, écoutez, on va faire semblant. On va faire semblant, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer des questions par mail, vous allez les lire et puis vous allez faire une petite vidéo et vous nous l'enverrez aussitôt et nous on la mettra en ligne. Et ça aura l'air d'être, pas là pour les gens, ça aura l'air d'être du direct. Alors je dis oui, mais comment on fait pour faire des petites vidéos? Et alors ils disent bon, c'est très simple. Il y a un site qui s'appelle Mythic. On était loin avant Dailymotion, avant YouTube. Et c'est un truc, voilà, c'est un site de rencontre. Et là, on peut faire des petites vidéos, pas pour faire de l'information, mais c'est pour, voilà, pour faire sa publicité, dans l'espoir de rencontrer des personnes du sexe opposé ou du même, selon les préférences. Et je dis, mais comment je fais ça? Eh bien, ils disent, bah, écoutez, il faut acheter un petit machin qui s'appelle une webcam. On était là aussi, loin avant l'époque où il y aurait une petite caméra qui serait là automatiquement dans votre ordinateur quand vous en achetez un. Alors, je dis, on trouve ça, ben, vous regardez dans les magasins d'électronique, ça doit se trouver. Et je me rends effectivement, j'habite à Santa Monica à ce moment-là, récemment pillé, comme vous avez pu le voir, par à la suite des incidents qui font l'actualité. Et je vais chez Radio Shack, qui est effectivement une chaîne de trucs d'électronique où on trouve en général surtout des choses pour des spécialistes, pas pour les gens ordinaires, mais enfin bon. Et je vais là, et c'est peu de temps avant l'heure. Je sais parce que c'est quelques semaines seulement avant la faillite de cette chaîne de magasins de ce type-là. Et il y a un petit machin, effectivement, qui s'appelle la webcam. Il faut mettre ça au-dessus de son ordinateur. Il faut voilà, apprendre à utiliser ça. Et je commence à faire ça. Et voilà, et donc on fait du pseudo-direct sur rue 89 et j'apprends comment on fait. Bon, j'ai l'équipement désormais, et puis j'apprends comment on fait des vidéos, et puis on peut mettre ça aussi sur son blog. Et puis j'oublie ça pendant, je sais pas, quelques mois. Et tout à coup, je me dis, bah, je pourrais utiliser la même technique pour faire des petites vidéos qui ne seraient pas pour rue 89, mais qui seraient pour les lecteurs de mon blog. Et donc je fais des vidéos à cette époque-là. C'est tout à fait perdu. Au moment où la firme Mythic se retire, fait faillite ou je ne sais quoi, il m'envoie un gros fichier, ou à l'époque c'était un gros fichier en tout cas, avec toutes mes petites vidéos faites sur Mythic, et je dois avoir encore ça quelque part sur des disques durs ou voilà, sur des disquettes ou quelque chose. C'est bon pour les archives. Et bon, en fait, c'est perdu. Ça n'a aucune importance. À l'époque, voilà, je commence à faire un truc qui s'appelle le temps qui fait, et puis je donne le jour. Et je fais ça en général, si vous vous souvenez, je fais ça le vendredi. Je fais ça une fois par semaine. Et puis j'abandonne, je sais pas quand c'est, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, j'abandonne la formule le temps qu'il fait une fois par semaine. Je me dis, et en fait je me dis à l'époque, vous allez voir, c'est très rigolo, je vais en faire un peu moins. Je vais en faire un peu moins. Et du coup, je me donne la liberté de faire des vidéos quand j'ai envie. Et au début, peut-être, il y en a peut-être effectivement une fois, moins qu'une fois par semaine. Et puis ça devient 2 par semaine, parfois 3 par semaine. Parfois il y en a, je sais pas, peut-être une tous les 10 jours, mais enfin ça devient rare.
Et pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième vidéo dans la journée. Et ça, c'est une première quand même. C'est la première fois, je crois que c'est une première, que je fasse deux vidéos dans la journée. Pourquoi? Parce que hier j'ai fait une vidéo avec Stiegler, Bernard Stiegler. Ça m'a demandé quand même un peu de me préparer dans la matinée. Et puis il y a d'autres choses. Bon, j'avais une réunion ce matin pour voilà, le département que j'appartiens à l'Université catholique de Lille. Cet après-midi j'ai fait une vidéo avec François Ruffin. Et puis, il y a des gens qui me disent, qui m'envoient un message, ils disent, mais vous parlez pas de l'attitude des militaires par rapport à Trump. Et c'est vrai, bon, je n'ai pas parlé de l'attitude des militaires vis-à-vis de Trump. Et résultat, je me dis, je vais quand même pas aller dormir sans en avoir parlé. Et donc voilà, et donc je vous fais donc une longue introduction historique, voilà, une forme de comment dire de commentaire sur les archives avant de vous dire quelques mots quand même sur Trump et les militaires. Ce qui a lancé tout ça, c'est bon, c'est l'appel de Trump en disant qu'il y a une loi sur l'insurrection qui lui permettrait d'envoyer l'armée au lieu de au lieu de laisser les gouverneurs des États américains d'utiliser la garde nationale, qui sont en fait des réservistes militaires, et pour venir en complément de la police, voilà, des polices comment dire, au niveau de l'État et au niveau des comtés, puisque les États sont divisés en comtés, c'est l'équivalent des cantons. Chez nous, mais évidemment les États américains sont beaucoup plus grands en général en surface que des départements. Et donc les comtés, les comtés ont parfois la taille d'un département chez nous. Et donc, déjà des réactions des uns et des autres en disant mais qu'est-ce que c'est que cette affaire qui veut faire intervenir l'armée? Non, c'est pas ça. Des gens font des commentaires en disant mais non, c'est à l'initiative seulement de gouverneurs qui peuvent se tourner au niveau fédéral et demander au président de faire intervenir l'armée à proprement parler. Et ça avait lieu effectivement en Californie à l'époque voilà, des incidents autour de la mort de Rodney King. Et le gouverneur de la Californie à l'époque avait appelé le gouvernement fédéral à intervenir en faisant intervenir l'armée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours derniers? C'est qu'un certain nombre de personnes se sont insurgées contre cet appel cette menace de la part de Trump de faire intervenir l'armée. Son ministre de la Défense, M. Asper, avait commencé par dire oui que c'était une bonne idée, mais hier il est quand même apparu pour dire non, finalement cette histoire d'insurrection, de loi insurrectionnelle, c'est pas la chose à faire maintenant. Et surtout il y a eu là aujourd'hui, ou c'était peut-être hier dans la soirée, une déclaration de M. Jim Mattis, qui a été le ministre de la Défense de Trump. Et qui avait donné sa démission. Je ne sais plus exactement l'incident qui avait provoqué sa démission. Ça va peut-être me revenir avant la fin de ma vidéo. Et qui aujourd'hui fait donc une déclaration en s'élevant de manière extrêmement forte, avec beaucoup de force contre ce qu'a dit Trump, et parlons en réalité donc d'un président véritablement à la dérive. Ce qui pourrait être effectivement le cas de gens dans l'opposition, mais il s'agit là de quelqu'un que Trump avait nommé comme ministre de la Défense à une époque, et donc qui là donne le ton de la part de certains militaires contre le président, et en disant en laissant entendre que c'est un fou qui dirige maintenant la nation. Et l'incident qui avait eu lieu, c'était donc avant-hier. C'était donc que Trump, pour aller faire une photo devant une église où il allait brandir une Bible,
avait demandé au ministre de la Justice, M. William Barr, qui est son toutou, qui est la personne qui avait fait dérailler les conclusions de la commission Muller en annonçant un mois avant que le texte soit véritablement diffusé, en disant qu'il n'y avait rien à voir, circulait rien à voir, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien qui incrimine véritablement le président. Et donc, monsieur William Barr a fait intervenir la police, les services secrets, la garde nationale, pour faire dégager des gens qui étaient là, des protestataires qui étaient là paisiblement, pour les faire dégager avec les moyens habituels de lacrymogènes, balles en caoutchouc et autres grenades faisant beaucoup de bruit et des machins comme ça, simplement pour que M. Trump aille faire un spectacle où il est là devant une église, devant l'entrée d'une église, brandissant une Bible. Alors ça... C'est un peu passé à côté parce que j'ai vu au moins une demi-douzaine de prêtres être interviewés sur différentes chaînes et disant qu'est-ce que c'est que ce truc, où est-ce qu'on va, où est-on tombé. Et là, le fait est que les commentateurs, peut-être pas ceux qui soutiennent Trump, disent on n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Je vous ai mis une très très belle déclaration de Cornel West, qui est un philosophe américain, afro-américain, vraiment une personnalité. Et je vous ai mis cette vidéo où il parle, où il répond aux questions selon le mode classique des preachers, des prêcheurs protestants, qui en général commencent leur prêche de cette manière-là, comme il l'a fait lui, et qui aussitôt entonne une chanson et entonne un gospel song, une chanson d'évangile qu'on appelait aussi autrefois Negro Spiritual. Voilà, on en est, une nation absolument déchirée, où il y a d'un côté un général qui accompagne Trump pour aller se mettre à côté de lui pour qu'on prenne la photo, et d'autre part d'autres généraux, d'autres militaires disant la dérive de nos institutions est catastrophique et extrêmement dangereuse. Et là, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Comment est-ce possible? C'est possible simplement parce que tous les parlementaires, les sénateurs prêtent allégeance, comme on dit, à la Constitution. Ils prêtent serment en disant qu'ils respecteront la Constitution. Et on a vu depuis que Trump a été élu contre l'appareil du Parti républicain, qui s'est battu jusqu'au bout pour qu'il ne soit pas le candidat officiel du parti. Mais au moment où il a été élu, il y a eu un ralliement en masse et qui a continué de se manifester, qui se manifeste toujours et qui a conduit au fait que la procédure de impeachment, de destitution, capote au niveau du Sénat, quand les sénateurs républicains ont refusé de faire venir des témoins, donc rendant impossible un véritable jugement. Et donc, voilà, les gens qui n'approuvent pas ça sont concernés devant le fait que cette allégeance, le fait d'avoir prêté serment à la Constitution ne représente absolument plus rien pour ces sénateurs et probablement aussi pour les congressistes, les parlementaires attachés au Parti républicain. Ils ont mis en... C'est triste, cette fois-là, c'est une critique de la démocratie par les faits. Ils mettent leur boulot, leur renouvellement à leur poste, et probablement au premier plan de ça, les émoluments, la rémunération qui est attachée à ça, avant une défense de l'intérêt général dans leur pays. Alors est-ce que ça va durer? Ça dure. Ils le font depuis le début. Il y a encore eu, dans mon souvenir, il y a encore eu qu'un sénateur américain qui a jeté l'éponge. Il y en a qui ont décidé de ne pas se représenter et qui du coup ont fait des déclarations très critiques vis-à-vis de Trump, mais ça leur coûtait pas cher. Ceux qui étaient
en phase d'être réélu, ben, il y en a qu'un qui a rompu les rangs et qui a dit ce qu'il en pensait. Donc voilà. Quand tout à l'heure je parlais avec François Ruffin, dans l'interview, l'entretien que je faisais avec lui, et qui disait on fait des petits pas, ben on est déjà content quand on avance, si on peut faire quelque chose, on est déjà bien content. Je lui disais, mais regardez quand même ce qui se passe aux États-Unis. S'il y a un flottement au niveau du pouvoir, et, euh, et M. Obama malheureusement a favorisé ça en n'étant pas à la hauteur des espoirs qui avaient été mis en lui. Voilà, le pouvoir est à prendre et on peut, par des accidents divers, voir arriver au pouvoir je regarde un commentateur et on lui demande c'est quoi Trump, et puis il surprend un peu le commentateur, celui qui l'interroge à la télévision en disant bah, écoutez, c'est un fasciste, c'est tout, c'est un fasciste. Et le, le, journaliste n'est pas habitué manifestement à ce vocabulaire. Ou alors c'est que simplement il est un Américain et à l'idée qu'un président de son pays pourrait être un fasciste, il croit que c'est un mirage. Il peut pas, voilà, il y a une dissonance cognitive. Il n'est pas capable de dire non. Il est obligé de se dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je rêve, je rêve. Mais non. Moi, je l'appelais proto-fasciste depuis 2015. Parce que je connaissais le bonhomme, 2015, quand il apparaissait comme le candidat du Parti républicain. Pour ce monsieur, il hésite toujours quand un politologue dit bah, écoutez, c'est un fasciste, ouvrez les yeux. Voilà où on en est, ça va pas, comme je le disais à Ruffin, ça va aller encore beaucoup plus mal avant que ça n'aille mieux. Il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on sache qu'on est dans les montagnes russes, il faut qu'on sache qu'on n'est pas à l'abri, où qu'on soit, qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Les Américains n'en croient pas leurs yeux, enfin certains, quand je dis certains, je veux dire 60% de la population, parce que, eh bien, il y a toujours 40% de la population qui trouve que c'est formidable d'avoir un fasciste à la tête de l'État. Personne ne se doutait de ça. On parlait de majorité silencieuse, mais personne n'imaginait qu'il y aurait aux États-Unis, si l'occasion leur était donnée de voter pour un fasciste et de le soutenir, qu'il y aurait 40% de la population qui le ferait. Mais je suis anthropologue. Je connais les pays dans lesquels j'habite, je connais un peu l'histoire, je sais ce qui s'est passé entre 40 et 45 dans le pays dont je viens, je me suis un peu renseigné sur ce qui s'est passé dans les autres. Il n'est pas prouvé que dans la plupart des démocraties, comme on dit entre guillemets, occidentales, je dis démocratie entre guillemets parce que ce sont des systèmes qui ont vraiment dérivé de manière tout à fait oligarchique. Si on me disait ben, c'est un mirage de croire qu'il y a 40% dans nos pays qui à toute époque auraient été prêts pour s'engager derrière un personnage de ce type-là, je n'exprimerai pas mon scepticisme. Je dirais oui, c'est possible, c'est peut-être simplement parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion de se manifester, parce qu'il y a toujours eu des institutions qui paraissaient suffisamment stables pour qu'il y ait une espèce de balancement au centre, voilà, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, mais toujours au centre, et que finalement, les 40% de la population qui, eux, sont bon, je ne vais pas fâcher l'ami François Ruffin, je ne vais pas dire fasciste dans l'âme, mais qui pour une raison X ou Y, par un esprit de revanche, par un esprit de ressentiment, parce que, comme disait Zazie, pour faire chier les mômes, simplement pour emmerder le monde, par des votes de protestation, on serait prêt à porter au pouvoir des gens de ce type-là. Voilà, vous me direz que quand je fais mes vidéos à 22h ou passer 22h, je suis plutôt pessimiste. J'ai un neveu, je peux vous signaler, j'ai un neveu qui quand je fais des vidéos après 22h, il m'appelle après en disant mais c'est extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé, tu es vraiment fatigué, et où je suis obligé d'attirer son attention sur l'heure à laquelle je fais ces vidéos qui lui donnent l'impression que je suis particulièrement fatigué. Voilà, allez, je peux pas m'empêcher de sourire, mais c'est pas un sourire de joie, c'est un sourire de résignation devant les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Et
vis-à-vis desquels, comme je le dis, je ne crois pas que ça ira mieux avant que ça aille encore beaucoup plus mal et qu'on puisse éventuellement récupérer à la sortie. D'où mes avertissements à François Ruffin en disant si on veut que les choses changent, il faut le faire maintenant et pas nécessairement par des petits pas, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet, sinon ça va très mal tourner pour le peuple en général, pour la population dans son ensemble et pour des gens en particulier comme nous, tout spécialement. Allez, à bientôt.